Juste sur ce qui s'est passé en fait hier. Comment vous l'interprétez, vous, cet accord ou cette proposition de trêve entre les Ukrainiens, les Américains, et donc maintenant la balle est dans le camp de Moscou? Thomas Guénolé. Oui, alors il n'y a pas encore d'accord de paix. Non. Et il n'est même pas question d'un accord de paix. Il est question d'un accord de cessez-le-feu. Et la Russie ne l'a toujours pas accepté. Ouais. Et je voudrais faire un sort à ce discours victimaire de Vladimir Poutine et de ses différents relais de propagande qui consiste à dire oui, c'est Vladimir Poutine qui veut la paix et puis les autres finalement c'est eux qui bloquent, etc. Bah là la preuve que non. Et je voudrais dire, attendez, non mais faut pas si on lui soumet un truc, c'est là que je viens. Ouais. Faut pas renverser les rôles. C'est Poutine qui a envahi l'Ukraine. Hein. C'est vrai, bien sûr. Donc Poutine ne veut pas la paix, il veut gagner. Et je vous rappelle pour le prouver les exigences non négociables exprimées à ce jour par la Russie. Ouais. Annexer les territoires occupés, désarmement partiel de l'Ukraine, l'Ukraine obligatoirement pays neutre, qu'elle le veuille ou non, Zelensky viré de la présidence, rien que ça, et interdiction à tout pays d'aider l'Ukraine militairement. Pardon d'être vulgaire, mais il veut pas non plus une pipe et un café. Non mais sérieusement, donc quand vous en êtes à ce niveau-là, je le répète, d'exigences non négociables présentées par la Russie, si vous voulez avoir la paix, il faut que Poutine perde. Bon. Puisque c'est ça qu'il exige. Est-ce qu'on peut répondre? Parce que si tu dis trop de choses, je peux pas répondre. C'est pas du tout que ça m'intéresse pas, c'est parce que bien sûr, c'est juste que j'essaye de répondre à l'ensemble du propos. D'abord, ce à quoi on a assisté hier, je sais plus qui disait ça, c'est un peu une dissonance cognitive. C'est-à-dire que d'un côté, on nous dit je prépare la guerre, et de l'autre côté, on a une sorte de négociation qui avance avec ce retournement où maintenant c'est Zelensky et Trump. En fait, c'est la manière de négocier de Trump, c'est comme dans une négociation de business, un coup avec l'un, un coup avec l'autre. Deuxièmement, il y a une chose que je n'ai pas aimée dans le propos de Thomas, c'est, oui, tous ces gens qui sont les relais de la propagande russe. Et moi, je voulais le dire assez fortement ce matin, j'en ai assez que d'un côté, on se fasse traiter de pro-russe. Si on épouse... Non mais... Pardon. Si on n'épouse pas la ligne, mais c'est pas pour moi. Moi, je suis plutôt sur ta ligne en vrai. Mais non, mais moi, je ne parle pas de moi. Je pense que les gens ont parfaitement le droit de ne pas être sur la ligne d'Emmanuel Macron. La situation est compliquée. Ça dépend de l'appréciation qu'on fait des intentions des uns et des autres qui ne sont pas inscrites dans leur discours en réalité. Et donc, si vous voulez, on a le droit d'avoir des doutes. Et j'en ai marre que d'un côté, on se fasse traiter de belliciste et de bat-en-guerre, et de l'autre, de pro-russe et de poutinien. Et je trouve que ça n'aide pas le débat dans notre pays. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron hier avec un peu de mépris. On y reviendra dans un instant. Donc, je trouve qu'on doit, nous, ici, essayer d'avoir un débat où on comprend les doutes des uns et des autres. Et sur ce que dit Poutine maintenant. Évidemment que dans une négociation, au départ, si vous voulez, si vous partez en disant là où vous êtes prêt à aller, vous n'êtes pas malin. Donc, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que Poutine n'a pas gagné cette guerre. Parce que ce qu'il voulait, c'était Kiev. Ce qu'il voulait, c'était biélorussiser l'Ukraine. C'est d'ailleurs la question qui doit déterminer en réalité la suite, c'est quelle est notre appréciation de ce qu'il veut faire après. Honnêtement, moi j'ai des doutes, mais on voit bien que la Russie n'est pas une puissance aimable et sympathique et qu'ils font des tas de manigances. Donc je pense, non pas qu'on doit aller faire la guerre à la Russie, mais qu'on doit se préparer pour que la Russie nous considère comme des acteurs avec qui il faut faire attention. C'est tout. Je ne crois pas du tout, je voudrais le redire aux gens qui sont inquiets, je ne crois pas que nous soyons en train de préparer une guerre contre la Russie. Je vous rappelle juste à tous, si tu veux faire la paix, prépare la guerre. Je crois que nous devons nous armer pour ne pas faire la guerre. Voilà. C'est ça. Bon, on va poursuivre dans un instant avec vous, hein, Thomas. Non, bien sûr, on poursuit dans un instant autour de ce débat qui va avoir lieu à l'Assemblée, des résolutions là, une résolution sur l'Ukraine. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, notamment sur les avoirs russes. Est-ce qu'il faut les geler ou pas? Est-ce qu'il faut aussi, parce que dans la résolution qui est discutée, il y a une adhésion, j'ai bien lu, une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et la présence de soldats français aussi sur le territoire. Nos agriculteurs vont aimer ça. Oui. Bon, allez, nous en parlons dans un instant. Thomas Guénolé, Elisabeth Lévy, La Vérité en face. Et vous, si vous le souhaitez, 0826 300 300.
Sud Radio. J'ai toujours tenu un langage de vérité. La vérité en face. Voilà ce que nous devons viser. Patrick Roger. À propos d'Emmanuel Macron que l'on entend, il a fait un peu la leçon hier à Marine Le Pen, Elisabeth Lévy, avant de revenir sur le débat à l'Assemblée aujourd'hui et la proposition de résolution sur l'Ukraine. J'ai un petit scrupule, je crois avoir abusé déjà de mon temps de parole. Non, mais d'un mot là-dessus, en fait. Ce que je viens de dire, c'est-à-dire que je trouve ce débat consternant. J'en ai marre qu'on insulte les gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Et Marine Le Pen, non plus, elle n'a pas une position, elle dit pas faut rien faire, etc. Elle est une position assez... Et elle a le droit, d'ailleurs, les gens ont le droit d'avoir des doutes. Les traités de propagande de Moscou, de pro-russes, etc., ou d'imbéciles, à mi-mot, ne sert à rien. Moi, je parle beaucoup des chauffeurs de taxi, etc. Les gens sont inquiets, donc, au lieu de les envoyer balader, il faut répondre à leurs inquiétudes. Pardon, Thomas. Mais il n'y a aucun problème. Sur la question des avoirs russes, parce que c'était votre question. C'était votre question. Non, mais c'est ça. Est-ce qu'il faut ou non pousser à la saisie des avoirs russes gelés? Et pour en faire quoi? Alors, pour en faire quoi? C'est une question qu'on peut se poser dans un deuxième temps. La cohérence voudrait qu'on s'en serve pour continuer à aider financièrement l'Ukraine dans son effort de guerre, puisque ça reste dans la même thématique. Est-il admissible ou pas de saisir les avoirs russes en question? Dans la mesure où nous sommes des soutiens à l'effort de guerre de l'Ukraine contre la Russie, dans ce contexte-là, oui, c'est totalement normal. Oui. Quand vous dites c'est contraire au droit international, c'est contraire au droit international en temps de paix. C'est vrai. Et donc, on n'est quand même pas en guerre. Je suis désolé, on n'est pas. Pardon. Mais nous sommes soutiens. Nous avons choisi notre camp dans cette guerre. Nous ne sommes pas neutres. Nous sommes soutiens de l'effort de guerre ukrainien. On leur file littéralement du fric et des armes. C'est un constat. Et j'en suis très content. Attendez juste, pardon. Sur l'adhésion à l'Union européenne, qui était votre deuxième question, non, moi je ne souhaite pas. Attendez, juste. Non, mais pour terminer sur les avoirs. J'avais fini moi sur les avoirs. Ah oui, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est là-dessus. Non, et alors, ce qui veut dire que le droit international mais je viens de vous le dire. Le droit, cette question ne se pose pas en temps de guerre. Nous ne sommes pas en guerre active nous-mêmes avec des troupes sur le terrain, mais nous avons choisi notre camp dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Nous ne sommes pas neutres. Nous fournissons des armes explicitement, de manière totalement publique, à l'Ukraine. Attendez, juste. Par ailleurs, sur l'adhésion à l'Union européenne, moi je ne souhaite pas essentiellement, parce que sinon on va se faire tailler des croupières au niveau de l'agriculture française par rapport à l'agriculture ukrainienne. Donc je ne souhaite pas que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne. Alors, un point que je voulais souligner, parce qu'on n'en parle absolument jamais. La Russie dépend de la Chine pour son effort de guerre, mais de manière vitale. C'est-à-dire que le fournisseur numéro 1 de très loin de l'effort de guerre russe, c'est la Chine. À travers des achats et des échanges. 90% des microélectroniques de la Russie, alors je vous parle, viennent de Chine, par exemple. Mais il y a aussi l'armement, les munitions, etc. Et donc je pense, puisque Emmanuel Macron cherche des options, je pense que l'Europe doit négocier avec la Chine, en fait, pour arrêter l'invasion russe. Parce que si la Chine n'a plus la même intensité en tant que fournisseur envers la Russie, le char russe il tombe en panne. Et donc, sauf que la Chine, elle n'a pas envie de laisser tomber. Sauf que, la Chine, en réalité, s'il y a une caractéristique dans les affaires internationales qui est intéressante dans le cas de la Chine, c'est que la Chine est ouverte à la négociation. Si vous, Europe, vous arrivez avec quelque chose de plus intéressant que le soutien, que l'intérêt à soutenir la Russie, la Chine peut vous écouter. Et donc, par exemple, la Chine est vraiment demandeuse d'échanges technologiques avec l'Europe, d'échanges commerciaux avec l'Europe, et aussi la Chine est demandeuse du fait qu'on la reconnaisse en tant que médiatrice dans les grands conflits. Elle aimerait avoir ce rôle-là. Donc il y a matière à négocier. C'est ce qu'on appelle de la diplomatie triangulaire. Et si vous voulez affaiblir la Russie, en fait, il vaut mieux négocier. Essayez au moins, en tant qu'Européens, de négocier avec la Chine. On n'en parle jamais, donc je vais en parler. Très bien. Je vois que notre géopolitologue brillant, si vous voulez, il est en train de nous redessiner le monde là sur sa carte. Mais c'est ce que Kissinger avait fait dans la guerre du Vietnam. Oui, vous avez raison. Moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas. Je ne crois pas qu'il faille mettre la Russie à genoux sur les avoirs. Je pense qu'il faut contenir la Russie. Il faut lui montrer que nous sommes forts. Il faut avoir des armes pour ne pas faire la guerre, mais nous ne sommes pas en guerre en conséquence. Cette question des avoirs, d'abord, j'aimerais être sûr que, si vous voulez, les gens à qui on a piqué ces avoirs ne sont pas d'honnêtes citoyens qui n'ont rien à voir avec tout ça. Non mais, il y a quand même un problème, je suis désolé. Imaginez que vous vous retrouvez pris dans un conflit entre la France et je sais pas qui, on vous pique tous vos biens. Excusez-moi, j'aimerais en être sûr. Non mais, tous les Russes ne sont pas d'horribles tueurs, donc... pardon. Mon épouse est russe, donc je vous rejoins sur ce point. Je pense par
par ailleurs, pour parler comme un certain de mes amis, je vous ai écouté, mon cher Thomas. Tout à fait, c'est vrai. Je pense, par ailleurs, que cette histoire de, effectivement, de Chine, ça je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir, mais je ne crois pas, si vous voulez, que c'est comme ça qu'on va arrêter la guerre. Je crois qu'il va y avoir malgré tout une négociation, je crois que Poutine va récupérer malgré tout probablement la Crimée et le Donbass. La question qui se pose, c'est plutôt le statut de l'Ukraine après. Est-ce que nous allons être à la table des négociations, nous les Français, nous les Européens? Ça c'est pas sûr. Est-ce que il va y avoir acceptation? Est-ce qu'on va faire accepter aux Russes des forces sur le terrain? Alors sur les avoirs, honnêtement, je ne connais pas le droit international. Est-ce qu'on pourrait pas déjà plutôt piquer leurs produits, c'est-à-dire, non mais c'est-à-dire les mettre, les investir comme on fait, les investir et puis récupérer les intérêts, faire des placements au lieu de piquer tous les avoirs comme ça sans distinction. On le fait pas pour les Algériens, je vous signale. Donc ça devrait, voilà. Et pour l'Union européenne, en dehors même de ce qu'a dit Thomas, je commence à en avoir assez, si vous voulez, que l'entrée dans l'Union européenne, ce soit un cadeau qu'on fait aux gens pour des raisons diverses et variées. Je vous rappelle qu'on a fait entrer des pays, si vous voulez, qui n'étaient absolument pas au niveau sur la corruption, sur les comptes publics, sur l'entrée dans l'Union européenne suppose un certain standard. Et l'Ukraine en est très, 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 très loin. Donc, non, pas d'entrée dans l'Union européenne et on a quand même le droit de protéger aussi nos agriculteurs. Ouais, Thomas Guénolé. Je fais partie des 3 Français sur 4 dans les derniers sondages qu'on a eu, la BFM, j'en parlais la semaine dernière, qui pensent que les États-Unis ne sont plus nos alliés, à nous Européens. Et je pense qu'en fait, c'est un constat. Les États-Unis, aujourd'hui, ne sont plus nos alliés. Ils ont dénoncé le traité de l'Atlantique Nord. L'article 5, Trump a fait pire que ça. L'article 5 n'est plus en activité. Trump a fait pire que ça. Il a dit publiquement, à plusieurs reprises, que lui ne se considérait pas lié automatiquement par le traité de l'OTAN. Ça veut dire que pour lui, le traité de l'OTAN, en termes de valeur contraignante, c'est une cocotte en papier. C'est marrant, vous avez toujours pas compris comment fonctionne Trump. Et donc, on ne peut pas le considérer comme un allié au sens où il n'est pas fiable. Et dans ce contexte-là, je fais partie des gens, effectivement, qui pensent, comme vous d'ailleurs, pour d'autres raisons, que l'Europe doit être capable de se défendre toute seule. Quand vous n'êtes pas capable de vous défendre militairement tout seul, vous n'êtes pas libre dans les jeux des affaires internationales. Voilà. Et dans ce contexte-là, là-dessus nous sommes d'accord. Et dans ce contexte-là, il y a plusieurs options, parce que quand on parle d'efforts de réarmement, ça a un coût. Je ne souhaite pas qu'on augmente les impôts, je ne souhaite pas qu'on baisse les dépenses publiques sociales en particulier. Et donc la troisième option qui reste comme possibilité, c'est d'avoir un fonds de réarmement européen, comme on l'a fait pour le Covid, mais cette fois-ci pour l'industrie militaire, ce qui permettrait, soit dit en passant, la réindustrialisation. Attendez, mais quand même, ça coûtera moins cher comparativement sur la durée. Je termine juste là-dessus. Allez, vous répondez. Je termine juste là-dessus. Non, il est 44. Il y a une armée, il faut faire une armée européenne, donc logiquement, et pour ça, il suffit, j'allais dire, de remettre sur la table la question de la communauté européenne de défense, la fameuse qu'on n'avait pas faite dans les années 50. Je suis complètement opposé à ça. Vous allez nous dire dans un instant. Vous voyez qu'il fallait me laisser finir. Dans un instant. Il faut que je réponde. Sud Radio. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. La vérité en face jusqu'à 10h, avec des débats toujours très animés, le mercredi, voire chaque matin, d'ailleurs chaque jour, avec l'ensemble de nos invités de cette émission qui est préparée avec Joseph Ruiz. Tiens, je le salue au passage, Joseph Ruiz. Merci Joseph. Merci Joseph. Vous savez qu'il doit dormir, Joseph Ruiz, parce que c'est un passionné de football, notamment du Paris Saint-Germain. Donc il avait parié. Hier, il me l'avait dit. Il avait dit, tu vas voir, le Paris Saint-Germain va se qualifier au tir au but. C'est beau d'avoir la foi. Donc il doit encore dormir. Là. Je salue le Stade brestois qui a battu Angers 2-0 après une longue période sans victoire. Donc je suis très heureux. Très bien. Vous êtes brestois, vous? Je suis supporter du Stade brestois, absolument. Je suis breton, donc c'est vrai, Guénolé. Oh là là, mais j'avais oublié. Ça sent bon la galette. Ça. Et donc là, c'est pas l'andouille de Guénolé. Non, ça c'est Guéméné. C'est Guéméné. Tout le monde fait l'erreur. C'est Guéméné. Guémené, pas faux. C'est Guéméné. C'est l'andouille de Guémené. Donc, Elisabeth Lévy, vous commencez à vous insulter, mon cher. Mais ce week-end, c'est Stade brestois contre Reims. Thomas Guémené. Je vais l'appeler Thomas Guémené maintenant. Elisabeth Lévy, vous vouliez sur l'armée européenne de défense. Arrêtons. Moi, je suis totalement. D'abord, je vous rappelle qu'on en a discuté pendant des mois en 1954, que ça a fait tomber le gouvernement Mendès France, même si je ne m'abuse, et que
évidemment, si vous voulez, ça ne marche pas une armée européenne. Ce qui marche, c'est des armées nationales qui sont capables de travailler ensemble, de monter des opérations ensemble, d'avoir des alliances, des coopérations. Mais la défense est liée à la souveraineté est liée à la nation. Donc, voilà. Mais je voulais répondre sur un autre point, sauf que vous m'avez... Mais oui, mais j'ai oublié de quoi Thomas nous a parlé juste avant, qui me paraissait... Ah bah débrouille-toi, avant la... Bah non, mais sur cette armée, en fait, européenne, c'est ça. Lui, il disait que... Oui, mais il y avait aussi... Enfin bon, sur l'armée européenne, je pense que c'est... vous avez répondu, en fait. Vraiment, oui, complètement délirant. Non, mais il faut faire attention, parce que vous allez d'abord vous effrayer les gens avec cette histoire d'armée européenne. Les gens ne veulent pas être pris dans un grand machin intégré. Bah non, parce que moi je ne veux pas décider. Il disait aussi, Elisabeth, que les États-Unis n'étaient plus nos alliés. Je voulais répondre à cela. Alors moi je crois qu'il faut faire attention avec Donald Trump, il nous trimballe. Et si chaque jour on commente sa dernière foucade, on est mal barré. Moi ce que je crois, c'est qu'il y a, je veux dire, les Américains, en réalité, puisque c'est l'intérêt de l'Amérique, et les Américains n'ont pas intérêt à se séparer complètement de l'Europe. Ils ont intérêt, effectivement, à ce que dans cette question de sécurité, l'Europe paye pour sa sécurité. Encore une fois, ça ne me paraît pas dramatique, sauf que vous allez voir, il va y avoir un problème aux États-Unis, parce que si l'Europe paye pour sa sécurité, qu'elle cesse d'acheter des armes à l'Amérique, que les Allemands se mettent à acheter des Rafales au lieu d'acheter des F-35, etc., ça va pas faire les affaires de MAGA non plus. Voilà, donc, ce que je crois, moi, c'est qu'il y a beaucoup de montées, des tensions dans le verbe, etc. Je crois que l'alliance ne va pas être la même, mais je ne crois pas, aujourd'hui, que le traité de l'Atlantique Nord est mort. Pardon, je m'arrête parce que sinon on peut pas se répondre. Je voudrais là-dessus... Non. Non. Non, mais là-dessus, j'ai déjà dit, voilà, Communauté européenne de défense. Un point qui me semble important à souligner aussi dans ce dossier, c'est que Vladimir Poutine a quand même menacé très régulièrement d'employer l'arme nucléaire. Il a exprimé cette menace des dizaines de fois envers nous. Et donc, je remets sur la table, si vous me le permettez, l'enjeu du désarmement nucléaire mondial. C'est vraiment une urgence. Je rappelle qu'on a 12 000 armes nucléaires actuellement dans le monde et que ça permet de détruire toute vie sur Terre 40 fois. J'ai bien dit 40 fois. Est-ce que vous avez déjà entendu un truc plus absurde ? Et donc, dans ce contexte-là, il est urgent, en fait, de diviser l'arsenal nucléaire mondial au prorata, donc ça ne change pas les rapports de force, de le diviser par 40. Ça, c'est un point qui me semble absolument fondamental, et j'insiste sur le fait que Donald Trump est pour le désarmement nucléaire au prorata, c'est-à-dire qu'en gros, si tout le monde est divisé par 40, les rapports de force ne sont pas modifiés. Donald Trump est pour. Donc là-dessus, il est vraiment urgent de mettre sur la table la question du désarmement nucléaire mondial, vu qu'on a un dictateur qui est en train de menacer d'employer l'arme nucléaire, pas toutes les semaines, mais quasiment. Ça, c'est un point sur le... Et sur la question de la nation européenne, je voudrais simplement dire que je suis d'accord avec Elisabeth sur le fait que la nation... Avoir une armée européenne suppose une souveraineté populaire européenne. Ça tombe bien, elle existe, la démocratie européenne, ça s'appelle le Parlement européen, et ça s'appelle le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, qui, à ma connaissance, procèdent tous d'élections parlementaires, voire même d'élections directes, dans le cas du président de la République française. Et la nation européenne existe-t-elle ? Elle existe si vous pensez qu'il existe un contrat social, un contrat de communauté de destin politique à l'échelle européenne. Moi, je le pense. Je me doute que vous vous sentez très européen, très hongrois, par exemple. Je ne me sens pas hongrois. Je me sens européen. Bon, excusez-moi, ça veut dire. Mais bon, est-ce que je peux répondre parce que là, il y a plus de temps. Donc, excusez-moi, je suis navré de dire à Thomas que moi, je n'ai pas du tout l'intention. Je ne me sens pas une communauté de destin absolue et quotidienne avec les Lettons ou les Estoniens. Je suis désolé, je ne vais pas décider de mon système éducatif avec eux, des impôts avec eux, du système social avec eux et de ma défense avec eux. Je suis d'accord pour des alliances entre nations, d'accord, mais je ne vois pas où est le peuple européen. Excusez-moi, à 27, si vous voulez vraiment faire un truc à 27, vous êtes sûr que vous ne ferez rien. Sur l'arme nucléaire... aux États-Unis, ils sont quand même 50 États. Ils parlent tous la même langue, quand vous aurez pas... Ils ont tous une constitution. Je connais bien la
la Suisse, alors me lancez pas dessus, je vous assure, vous allez vous planter. J'y ai vécu. Mais il y a plein d'États fédéraux qui ont plusieurs langues. D'accord, mais enfin bon, excusez-moi, si vous comparez à la Suisse, d'accord, la Suisse est une grande puissance. Non, tout ce que je dis, c'est que la langue n'est pas bloquante pour faire une construction fédérale. La puissance ne se partage pas. Voilà, la réalité, c'est que la puissance, on doit avoir aujourd'hui, je ne souhaite pas qu'on partage, par exemple, la décision nucléaire avec nos voisins, ce qui ne veut pas dire que nous ne pouvons pas, au terme d'accords qui doivent évidemment être secrets, si vous vous baladez en disant ah bah oui, je vais employer ma bombe dans ce cas-là et dans ce cas-là. Il ne faut surtout pas que ce soit secret, ça va pas. Bon, écoutez, moi j'arrête pas. Je n'arrive pas à parler quand on m'interrompt tout le temps. Moi, je fais un effort, d'accord. Vous m'interrompez tout le temps. Non, je dis, il ne faut pas dire exactement, j'ai pas dit secret, quand vous allez employer l'arme nucléaire. Donc, je pense qu'on doit effectivement pas partager la décision, mais partager la protection, éventuellement. Cela ne me choque pas. Quant à la disparition des armes nucléaires, on peut tous trépigner en disant que ce serait merveilleux et la fin. Mais, on peut penser quand même, on peut avoir une discussion pour savoir si c'est pas les armes nucléaires qui ont empêché la guerre depuis 1945, ou la grande guerre européenne, en tous les cas, un certain nombre de conflits, on peut discuter. Ça s'appelle la dissuasion. Je n'y crois pas, parce que vous aurez toujours des États voyous qui refusent absolument de se soumettre à un grand désarmement. Vous voyez l'Iran qui va renoncer gentiment. C'est pas parce qu'il y a des criminels qu'il faut pas qu'il y ait de loi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le même raisonnement. Et donc, mais quand il y a des criminels, il faut garder vos armes. Et je rappelle, si vous rendez vos armes. Oui, mais autant d'armes que nécessaire. Et je rappelle que lors de la crise de Cuba, en fait, les armes nucléaires, ce qu'elles ont failli nous faire avoir, c'est une guerre mondiale nucléaire, en l'occurrence. C'est vraiment passé à ça. Mais attendez, excusez-moi, elles ont peut-être empêché. C'est peut-être la possession de l'arme nucléaire qui empêche la guerre. Quels que soient les avantages de l'arme nucléaire, elle est trop dangereuse si jamais ça dérape. Lévy, Thomas Guénolé, comme chaque mercredi, dans un instant, c'est Valérie Expert avec Gilles Gansman, la partie média, et ensuite la partie débat qui va évidemment se poursuivre avant de retrouver à la mi-journée André Berkoff, tous nos rendez-vous. Et ce soir, les vraies voix sur l'industrie, notamment en direct de Lyon avec Philippe David et Cécile de Ménibus. À demain.